Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où on va débriefer cette 20e journée de Ligue 1. Comme souvent, je suis pas tout seul, on est 4 aujourd'hui pour analyser cette journée. Je retrouve tout d'abord Leandro, comment ça va? J'imagine très très bien. Ah bah écoute, que dire? On est heureux, on n'est plus dernier. Et puis voilà, je suis très content d'être là avec vous les gars. Alors verse Lucas, toi t'as passé une semaine difficile avec 2 défaites face au PSG mercredi et Nîmes samedi. J'imagine que pour toi la semaine commence moins bien que tout le monde. Là. Ouais, ben là je suis devant l'aéroport, j'attends Milic. Ah oui, à ce moment-là, Benedetto ne va plus. Non, n'importe qui, le premier qui arrive et qui a des crampons sur lui, il sera attaquant à l'OM. Ok, merci. Et on retrouve aussi Maxime qui, lui, est sur un petit nuage avec l'AS Monaco ces derniers temps. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien. 3 victoires en 3 matchs en 2021. On commence parfaitement l'année. Et oui, ça me remarque. On va en parler de ça. On va en parler. Alors, avant de s'attarder sur ce Montpellier-Monaco, on va faire un petit débrief des 10 résultats, 9 résultats, puisque Lorient-Dijon était reporté de cette 20e journée. On commence du coup vendredi soir avec un joli match à la Mosson où Montpellier s'est incliné 3-2 face à Monaco. Les Monégasques ont fait preuve quand même d'une belle réaction les Montpelliérains faisaient preuve d'une belle réaction puisqu'ils étaient menés 3-0 et sont revenus dans la partie grâce à Wai et Delors. Samedi, l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile face à Nîmes Olympique qui était dernier avant cette 20e journée de Ligue 1. On laissera Leandro tout à l'heure exprimer toute sa joie sur ce bon résultat. À 21h, le SCO d'Angers ou l'Angers SCO pour faire plaisir à Maxime s'est incliné 1-0 face au PSG. C'était un match pas vraiment intéressant ou dans des conditions assez difficiles et au final c'est un but de Layvin Kurzawa qui délivre le PSG de Mauricio Pochettino qui était absent pour cause de Covid. Et dimanche, le Stade Brestois s'est incliné 2-1 face à Rennes à domicile dans ce derby de l'ouest de la France. Le FC Nantes et Lens sont laissés sur un score de 1 but partout pendant que Bordeaux s'est imposé 3-0 contre Nice. Les Aiglons poursuivent leur longue descente aux enfers et ça va pas très bien sur la Côte d'Azur. Et pendant ce temps-là, Strasbourg s'est imposé 1-0 face à un Saint-Etienne remanié avec 7 joueurs du centre de formation sur le terrain. À 17h, Lille a arraché une victoire précieuse face au Stade de Reims 2-1. Et enfin, la surprise de la soirée, c'était à 21h, le FC Metz est imposé 1-0 face à l'Olympique Lyonnais sur un but d'Aaron Leia Iseka à la dernière minute. Et cette défaite de Lyon propulse le PSG en tête de la Ligue 1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer avec ce Montpellier-Monaco. Je vais laisser Maxime en parler tout d'abord. Vas-y Maxime, à toi. Comme tu l'as expliqué en introduction, un match qui s'est soldé par un 3-2 spectaculaire. Monaco a clairement dominé la première période avec un premier but, comme d'habitude, de Kevin Volland à la 24e minute. Premier but, il est un peu à l'image de Monaco ces dernières semaines. C'est Wissam Ben Yedder qui est la réception d'un corner et un ciseau magnifique, mais qui vient fracasser la barre de Homelin. Le ballon revient sur Volland qui termine. Alors qu'on croyait Ben Yedder maudit, c'est sur un centre vraiment magnifique de Caio Henrique. Il va prolonger ça de la tête pour venir faire le break avant la pause. 2-0 à la mi-temps, Monaco gère tranquillement. Petit coup d'accélérateur lors de jeu. Volland obtient un penalty. Ben Yedder le transforme, doublé. On se dit alors que Monaco va tranquillement gérer sa fin de match. C'est mal connaître l'ASM sur un débordement c'est Laborde qui centre. Le petit Eli Wahi qui était rentré 10 minutes auparavant qui vient inscrire son premier but en professionnel, un joli plat du pied. Je crois que c'est Delors qui centre et Laborde qui rate sa tête. Ça doit être ça. Je crois que c'est ça. C'est Delors qui a la passe D. Ça, pardon. Et donc après, Delors à la passe D et Delors au but, 5 minutes plus tard. Incroyable. Une sorte de Madjer, enfin pas vraiment une Madjer, mais il vient couper un centre de Florent Mollet. Alors 3-2 en 5 minutes. Et là, on se dit que Monaco va craquer. Enfin, quand on connaît leur fébrilité défensive, on se dit que là c'est fait, quoi. Ils vont réussir à s'y régaliser. Pas du tout. Benjamin Lecomte va sortir une belle volée d'Andy Delors, encore lui. Monaco aura l'occasion de se mettre à l'abri définitivement par Golovin, mais c'est un sauvetage d'un défenseur montpelliérain, je crois que c'est Jordan Ferry. C'est Jordan Ferry sur le poteau là, quand il s'écrase le tibia sur le poteau, c'est Jordan Ferry. Exactement, c'est vrai que tu me la rappelles, Jordan Ferry. Et donc on en restera là, 3-2. Une victoire
mérité pour Monaco, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, parce que la première heure de jeu a été vraiment excellente. Même Niko Kovac, la semaine dernière, il disait avoir fait le meilleur match de Monaco cette saison. Là, il a redit mes meilleurs matchs de la saison à l'extérieur cette fois. Bah, le réveil de Montpellier est arrivé bien trop tard, pardon. Tu me dis si je me trompe, Lucas, toi qui étais aussi sur le match. Ouais, c'est ça. Faut pas enlever le mérite de Monaco, mais c'est vrai que Montpellier a été assez décevant parce que pendant une partie de la rencontre, les deux équipes faisaient plutôt jeu égal, mais à chaque fois, par contre, Monaco, lorsqu'ils s'approchaient de la surface montpelliéraine, eux, ils étaient vachement plus incisifs et ils étaient beaucoup plus dangereux. Et c'est ce qui a fait la différence. Puis, quand on a Wissam Ben Yedder à la pointe de son attaque, ça aide pas mal parce qu'il est impliqué sur les 3 buts. Et il met fin à des dernières semaines qui étaient un peu compliquées pour lui. 5 matchs sans marquer, ouais. Ouais, et même dans les performances, il y a des matchs où il était vraiment transparent et des fois très maladroit. Et là, ça a été tout l'inverse. Donc ça aide d'avoir un bon attaquant à la pointe de son attaque. Ah, surtout qu'il faut qu'on en parle, hein, mais son deuxième but, il est splendide de la tête là. Il est dos au gardien. Et il la place d'une manière, enfin, quand on voit des mecs qui sont à 2 mètres des cages et qui arrivent pas à mettre une tête, lui là, il le fait de dos, il est vraiment magnifique, je trouve, le deuxième but. Ouais, puis la course, l'appel et tout, enfin, il sent le truc venir et derrière le geste est parfait comme la course. Vrai geste de buteur, quoi. Ouais, c'est ça. Puis le centre de Caio Henrique. Même le centre de Caio Henrique parce qu'il est sur son mauvais pied. Le Brésilien, il centre du droit. Et un bon centre, il a vraiment une qualité de centre incroyable. Ça change de balle au toré sur le côté gauche, côté Monaco. Et non, mais c'est vrai que pour en revenir à Ben Yedder, du coup, vraiment retrouvé sur ce match-là. Et c'est vrai que s'il retrouve son niveau d'avant associé à Kevin Volland, si les deux s'y mettent, peut retrouver un duo comme avait connu Monaco la saison dernière avec Ben Yedder déjà et Islam Slimani qui avait fait vraiment des ravages en Ligue 1. Si on parle du bien de Monaco, j'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur Montpellier qui enchaîne décidément les mauvaises prestations. Sur les 5 derniers matchs, il n'y a pas une seule victoire. Même de manière générale, ce qui étonne comparé aux années précédentes, c'est la défense de Montpellier. Il y a depuis l'arrivée de Derzakarian, c'était notamment la force de la paillade, cette défense qui laissait quasi rien passer. Cette année, c'est l'inverse. On a déjà encaissé 35 buts cette saison. Ça fait partie des pires défenses de la ligue. Quel est le problème, toi, Maxime? Tu as réussi à trouver ce problème-là justement dans la défense? J'ai trouvé des joueurs qui individuellement n'étaient peut-être plus haut niveau. Tout simplement, je pense à Daniel Congré. Leandro l'avait noté il y a quelques semaines. C'est vrai que je trouve qu'il pioche et qu'il tire son équipe vers le bas. Pedro Mendes n'est pas non plus à son top niveau. Ticozza a fait ce qu'il a pu. Et j'ai trouvé Ristich aussi sur son côté gauche pas vraiment au top. Il laisse beaucoup d'espace dans son dos en fait. Là, c'est plus un attaquant qu'un défenseur, ça c'est sûr. C'est le latéral offensif plutôt que... Mais comme il vient de dire Max, tu parles de Congré, encore là, le penalty qu'il donne, il est horrible. Enfin, un défenseur central, il peut pas donner un penalty, surtout dans cette action. Et le pire du pire, c'est qu'il fait absolument rien. Il le tacle direct et il reste par terre en mode c'était Volland qui avait fait la faute. Enfin, c'est débile quoi. Après, je pense que ça traduit un manque de confiance énorme. Tu vois, justement, on en parle dans ce podcast. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. mais de manière générale, c'est ce qui se dit ces dernières semaines. Derzakarian met des coups de pression ces derniers temps en disant justement que défendre comme ça, c'était pas possible. Il y a un peu des interrogations sur Jonas Oblin que personnellement, j'ai pas trouvé très très bon face à Monaco. Même depuis le début de saison, c'est très approximatif. Oui, bien sûr. Oui. Après, on est sur ce match-là de manière générale. Tu vois, quand on voit Rouli l'année dernière, qui était plutôt fiable, ou le compte avant. Bon, après, il arrive après de bons gardiens, mais enfin voilà quoi. Tu te dis que ça y fait aussi d'avoir un gardien peut-être un peu moins bon que les deux autres. Il y a des matchs que le Comte et Rouli ont fait gagner l'année dernière à Montpellier, où il y a 2 ans. Et cette année, justement, il manque ce côté où le gardien fait des grosses parades. Tu vois, même quand Maxime raconte le match, on se dit que le but du 4-2, c'est Ferry qui l'arrête et Jonas Omlin sort encore un peu n'importe comment dans les pieds de Golovin. Enfin, c'est pas le seul de ce week-end à faire des sorties hasardeuses. On va en parler tout à l'heure avec Anthony Lopez, mais
Et enfin voilà, c'est quand même un gros problème de Montpellier. Le MHSC est 11e du classement et c'était clairement pas les ambitions du début de saison. Même si Montpellier le dit pas forcément, mais ça jouait forcément l'Europe, ou du moins c'était un prétendant à l'Europe, à la Ligue Europa, quoi. Le problème qu'il y a, c'est que et je dis ça en tant que Nîmois, t'as une Ferrari et derrière tu te retrouves avec des pneus de vélo, quoi. Enfin, t'as vraiment une attaque qui est belle, t'as un milieu de terrain qui est beau, et derrière, même si tu veux sortir Congrès, tu veux mettre qui? Hilton, enfin, c'est pas méchant, hein, mais c'est normal avec l'âge, etc. Il est plus du tout au même niveau qu'il avait il y a 3-4 ans. Tu fais jouer Cosa, certes, c'est un joueur d'avenir, et il a pas forcément comment dire, il a pas forcément l'expérience pour être en Ligue 1 et pour être titulaire, etc., etc. Enfin, et Mendes, bon, il a souvent été comme ça, Mendes. Il a souvent alterné entre très bonnes saisons. Je me souviens, pareil à Parme, etc. À l'époque, c'est un gars qui a toujours alterné entre très bonnes et mauvaises saisons. Et là, le problème, c'est qu'il est pas du tout épaulé. Et je pense que, franchement, la défense de Montpellier, il faut, et c'est obligatoire, déjà d'acheter. Et puis, surtout essayer de se refourguer de faire partir les nullards, là, qui leur servent à rien. Si tu veux faire quelque chose, il faut les faire partir, quoi, à un moment donné. Et puis, un peu de stabilité. C'est vrai que c'est le gros point faible de cette équipe parce que je parlais de Ristic, oui, qui est pas un latéral gauche de métier, mais de l'autre côté, Junior Sambia, c'est pareil. Non plus, ouais. À la base, il est milieu de terrain. Il s'en sort plus ou moins bien. Offensivement, notamment sur le premier but, c'est lui qui mange Caio Henrique. Mais c'est pas la seule fois du match. Non, mais c'est un exemple. Et c'est vrai que la défense, c'est clairement le talon d'Achille de cette équipe. Et je pense que oui, si Montpellier veut nourrir des ambitions européennes, et ce qui pourrait notamment faire rester des joueurs comme un Nidelor ou Gaëtan Laborde, il va falloir, je sais pas s'ils ont prévu de recruter cet hiver, mais au moins dans l'été prochain, ce sera le chantier prioritaire. C'est impératif là de recruter en défense de toute façon parce que vraiment, en fait, le truc c'est que ce sont pas des mauvais joueurs, mais ce sont tous des joueurs qui ne peuvent être bons que s'ils sont associés avec un profil, avec un vrai patron. Le problème, c'est que derrière, ils ont un gardien en qui je pense qu'ils peuvent pas avoir confiance parce qu'ils savent que la moindre erreur, elle va se payer cash. Et il a un jeu au pied catastrophique en plus au milieu. C'est ça. Et le truc, c'est que chaque défenseur, par exemple, on parlait de Koza, je pense qu'il peut dans le temps avoir un très bon niveau, mais tu peux pas l'entourer de Ristic, Congrès. Enfin, je veux dire, même si... et même Mendes, tu peux pas... Enfin, tu vois, t'aurais eu un Hilton, tu m'aurais dit Koza il y a 3 ans, avec un Hilton il y a 3 ans, ok. Mais là, tu peux pas. Enfin, tu peux pas jeter un jeune comme ça dans la gueule du loup. Et derrière, t'as vraiment personne. Souquet, il a jamais donné entière satisfaction. Ristic, comme on l'a dit, c'est un mec qui va de l'avant. Enfin, t'as vraiment pas une... Oyongo, on n'en parlera pas non plus, mais bon. Mais c'est vraiment une catastrophe. C'est Hilton qui se dirige vers la retraite, quoi. Son niveau. Heureusement, oui, 43 ans. Ouais. Ah oui, non, mais je pense que Montpellier se prépare depuis quelques années, mais tu vois que l'année dernière, il était encore titulaire dans l'une des meilleures défenses de Ligue 1. C'est que, bien sûr. Montpellier a toujours essayé de préparer sa succession, mais au final, vu qu'il était toujours performant, c'était un problème que tu repoussais année après année. Et au final, là, ça y est, Hilton commence à se faire vieux à 42 ans. 43, encore heureux. Et puis voilà, c'est que Montpellier, au lieu d'anticiper le problème, malheureusement, ils vont devoir réagir. Ouais, et puis mais après, je pense que même dans le staff montpelliérain, ça a commencé à bien réfléchir. On a le Talek normalement qui devrait partir en Russie. Enfin, je pense qu'il va y avoir un espèce de mini dégraissage déjà cet hiver pour préparer le mercato d'été. Et puis vraiment, s'ils veulent espérer autre chose, parce que là vraiment la pente dans laquelle ils sont, ils vont pas s'en sortir du jour au lendemain, clairement pas. Donc s'ils recrutent pas, c'est foutu. Pour mon plus grand plaisir même. Hein. Il fanfaronne parce que justement le Nîmes Olympique a remporté un de ses rares matchs de saison. Le 4e, hein. Le 4 victoires, quand même. 4 victoires en 20 matchs, hein. C'est pas mal, ça fait un 5e. Enfin voilà, du coup on va passer justement à la victoire du Nîmes Olympique à l'Orange Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Je t'en prie Léandro, je te laisse exprimer ta joie avant d'avoir peut-être une analyse un peu plus objective de Lucas par la suite. Non, mais comme d'habitude, tu vois, genre je vais faire une analyse assez objective. Je pense que
Tout d'abord, enfin, dans les 15 premières minutes, j'ai retrouvé un Nîmes Olympique comme on voit bien souvent dans ces dernières rencontres. Un Nîmes Olympique, tu vois, qui essaye de jouer, etc., mais qui se perd assez rapidement et qui laisse le match à l'adversaire. Donc, on a eu un l'OM en première mi-temps qui était clairement dessus, mais qui n'arrivait pas à finaliser. Le raté de Thauvin sur penalty, je pense que c'est vraiment le clou du spectacle qui va finir par, tu vois, genre détruire mentalement l'OM. Et puis après, Nîmes revient en deuxième mi-temps avec un doublé assez rapide, tu vois, je crois que c'est en 3 minutes si je dis pas de bêtises, de deux mecs qui étaient pas forcément au top de leur forme. Enfin, tu vois, je pense à Lacouche qui pour moi sort un match extraordinaire à Marseille, malgré le penalty, tout ça. Mais tu vois, qui sort pour moi un très bon match par rapport à ce qu'il nous avait proposé sur les 2 dernières années. Et un Eliasson, du coup, qui claque un doublé, on va pas dire miraculeux, mais c'est vraiment tombé du ciel, quoi. Les deux buts, limite, tu pourrais faire 50-50, Eliasson à la couche, quoi. Et non, et puis bah, du coup, on leur en claque 2, et Marseille, c'est une équipe qui a un mental faible, je pense. Et ça s'est surtout joué au mental après, quoi, puisque de nombreuses fautes, de nombreuses contestations, et le but qui finissent par marquer, le but du 2-1, c'est plus anecdotique qu'autre chose. C'est juste le Nîmes Olympique qui fait du Nîmes Olympique à 5 minutes de la fin, tu vois, pour se donner la pression. Parce que, enfin, Benedetto, c'est une offrande qui lui est faite par Koubas. Et voilà, il finit par marquer. Lui-même ne sait pas comment il se retrouve avec le ballon dans les pieds, mais voilà. Et puis, bah voilà, une petite victoire 2-1 dans un match qui était pas maîtrisé en première mi-temps, mais qui en deuxième mi-temps, je pense, a été maîtrisé du début à la fin par le Nîmes Olympique. Mais j'attends de savoir ce qu'en pense mon collègue Lucas. Ben, non, mais t'as tout très bien résumé, c'est que l'OM perd le match sur la première mi-temps. Même si évidemment, avec l'effectif qu'il y a, il y avait que 0-0, donc ils auraient pu très bien pu revenir lors de la seconde période. Mais le seul truc, c'est que c'est vachement bien expliqué, c'est qu'il y a, et ça se voit sur le visage de chacun, comme quand il y a des gros plans sur André Villas-Boas, il y a un problème en ce moment de mental, et je pense on sait qu'il y a des tensions. Il y a l'histoire avec Payet. C'est Payet-Thauvin, Payet-André Villas-Boas. Enfin, c'est plus une télé-réalité qu'une équipe de foot en ce moment. Il y a tout le temps des histoires. Il y a la situation personnelle de certains joueurs qui sont en fin de contrat, d'autres qu'on veut un peu forcer à faire partir pour récupérer de l'argent. Tout le monde a des petits contentieux avec soit un membre de la direction, soit avec un autre joueur, soit avec le coach. Ben, ça fait que déjà que ta qualité de jeu, elle est pas incroyable ces dernières semaines. Si en plus tu veux plus compter sur tes coéquipiers, et qu'en plus le stade est vide, et que ça fait 3-4 semaines que tes résultats sont pas bons, ben tu perds confiance, tu rates une occasion. Au lieu que ça t'encourage, que tu te dises allez, on va continuer à pousser, la seconde on va la mettre au fond, en plus c'est la lanterne rouge, enfin voilà, à un moment donné ça va rentrer. Ben non, derrière tu rates un penalty, tu rates une occasion, t'as Payet qui donne un bon ballon, 2 bons ballons, 3 bons ballons, après il arrête, il court plus. Enfin, même si je cautionne pas cette attitude-là, mais je veux dire, c'est tout le monde fait ça, ça se lit sur leur visage, ils sont bon, c'est bon, allez, ils ont abandonné ce match parce que à 2-0, ils auraient pu revenir 15 fois, mais ils auraient pu revenir 15 fois. Hein. Mais sans revenir au score, dans l'attitude, ils auraient pu vraiment se dire bon, c'est bon, là dans la tête de tout le monde, ce match il est perdu. Même Nîmes, ils pensent qu'ils ont gagné. À 10 devant, on laisse que Mandanda derrière, on s'en fout, il y a 3-0, il y a 3-0. Non, on continue, enfin, on fait des petites passes, on fait des fautes bêtes, on fait des passes très approximatives, on fait des centres sans regarder s'il y a des gens dans la surface. Enfin, il y a quasiment zéro satisfaction, à part les premiers pas de Lirola qui étaient pas mal pour quelqu'un qui a eu quasiment pas d'entraînement collectif. Mais sinon, enfin, il y a des trucs, c'est alarmant. Benedetto, il peut finir le match avec un doublé. Même pas, il l'a mis je dis n'importe quoi, avec un triplé. Bon, Thauvin, voilà, tirer des pénaltys cette saison, c'est compliqué à Marseille. Payet, il fait un bon match, mais il fait un bon match. Enfin, il a abandonné. D'ailleurs, ça se voit dans son regard. À chaque fois, il lâche le ballon. Il est persuadé qu'il va y avoir but, et après, il fixe la pelouse. Il est dégoûté. Donc ouais, en ce moment, c'est mentalement le problème. Mais le pire du pire, enfin, dans cette rencontre, tu vois, et moi, ça m'a fait tilt direct, tu vois, c'est que nous, on claque les 2 buts avant la 60e, et si je dis, enfin, j'espère pas dire de bêtises, mais je crois que vous claquez 4 changements d'un coup, à la 66e, et tu t'enlèves Thauvin, Payet,
Sakai et Sanson. Sakai et Sanson, tu vois. Et tu mets Radonjic, Kawi, Germain, certes, c'est des remplaçants, mais c'est vraiment du système B et t'as l'impression que à ce moment-là du match à 2-0, c'est comme si Villas-Boas, il avait dit bon bah écoutez 2-0 à la 60e, mais allez, c'est qu'une défaite de plus cette saison, on fera avec. Ouais, puis, c'est ça, et en plus faire du poste pour poste. Bah ouais, et pas mettre des mecs qui ont apporté plus en fait. Bah c'est ça. Non mais c'est elle est aussi pour Villas-Boas celle-là, hein, c'est sûr. De toute façon, ce n'est que la continuité de ce qui se passe depuis le début de saison. Il y a eu l'OM est encore dans, on va dire mathématiquement avec 2 matchs de retard, tout ça. Voilà, ils sont encore dans la course, en tout cas aux places européennes. Mais c'est parce qu'il y a des matchs que tu as réussi à gagner, souvent sur des coups d'éclat, sur des coups de pied arrêtés. Mais collectivement, cette équipe, elle est pas du tout rassurante quand tu la regardes jouer, mais le truc c'est que tu as perdu l'essentiel de ce qui faisait ta force la saison dernière, c'est que la saison dernière, tous étaient prêts à se tuer les uns pour les autres. C'est justement ça que je comprends pas, moi, d'un point de vue extérieur, c'est il y a eu aucun... Allez, ici, il y a eu des départs, c'est Bounassar, et ton groupe a quasi pas changé, au contraire, tu t'es, selon moi, même amélioré quand tu vois Cuisance, Balerdi arriver, et tu retrouves pas l'OM de l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Villas-Boas a voulu partir cet été, on le sait, mais c'est les joueurs qui l'ont maintenu, tu vois. C'est quand même bizarre. On dirait pas qu'ils ont lâché le coach, mais que tu vois, c'est l'attitude. J'ai du mal à comprendre de ce changement d'attitude entre cette année et l'année dernière. Et tu sais, c'est Marseille bébé, hein. Y a pas vraiment de. Le pire, c'est que c'est quasiment ça au final la réponse, c'est Marseille bébé. Non mais tu vois, même là, les infos avec Jacques-Henri Hérault qui pousse son coup de gueule et qui met des coups de pression, des ultimatums, hier à la commanderie, André Villas-Boas aujourd'hui qui lâche quand même des gros tacles. Il en a un peu marre des ratés de Benedetto. Enfin, tu sens qu'il y a un malaise, mais on se demande pourquoi, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais honnêtement, c'est impossible pour moi de dire exactement qu'est-ce qui a été le déclencheur, parce que c'est vrai que si on te raconte pas l'histoire de cet été, comme quoi c'est les joueurs qui se sont battus pour regarder Villas-Boas, tu regardes la situation actuelle, ah ben non, tu te dis même l'inverse, tu te dis ok, en ce moment ils veulent à tout prix qu'il tège. Ils veulent le virer. Enfin, ça respire ça. Ça me rappelle le Chelsea de Mourinho. Il y a des attitudes, c'est incroyable. Ou comme si il restait 3 journées et qu'il y avait plus rien à jouer. Mathématiquement, ils peuvent encore être sur le podium. Il y en a plein. Il y en a certains qui ont l'intention de partir cet été pour signer dans des très grands clubs parce qu'ils sont libres. Ils se battent pas des masses pour impressionner les recruteurs. T'es gentil. Il y en a peut-être un qui se bat pour des très grands clubs et encore. Non, mais eux, en tout cas, c'est leur intention. Enfin, c'est ce qu'ils disent à la direction. Ils expliquent que c'est pour ça qu'ils veulent pas prolonger. C'est parce que gratuitement, ils peuvent signer dans des très grands clubs. Après avoir très grand ce que ça signifie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous, ils ont 1001 raisons de se battre, ils le font pas. Et pourtant, l'année dernière, c'était tout l'inverse. On leur a tout donné. Le OM a essayé de leur faire baisser leur salaire. À part Payet et Mandanda, et encore, c'est un lissage. Ils sont tous leur salaire actuel, il y a rien qu'à bouger malgré la crise. Le coach a failli partir, on leur a laissé leur coach. Ils voulaient jouer avec des champions, ils l'ont joué. Enfin, tout. Au final, on a l'impression de voir des enfants pourri gâtés qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, qui du coup n'ont plus aucune raison de se battre. L'année dernière, il y avait l'esprit revanchard parce il y avait eu des problèmes avec Rudy Garcia, et là, ils se regardent. En fait, pourquoi est-ce qu'on jouerait au foot? Je sais pas, t'es payé 500 000 €, ça va un petit peu t'aider. Même s'il faut pas rentrer dans des histoires d'argent, mais enfin, je sais pas, t'es encore potentiellement à la lutte pour les places, on va dire de 2 à 4. Et t'as quand même une équipe sur le papier qui est largement, en plus que soit mathématiquement réalisable, tu peux largement concurrencer quand même Lyon, Lille et je sais pas qui mettre, s'il faut mettre Rennes ou pas. Monaco. Ouais, allez, mettons Monaco, c'est plaisir à on en reparle la semaine prochaine. C'est ça. Même pas, non, c'est samedi, non? Oui, du coup. Lundi prochain. On en parle. Ah oui, on en parle, oui, c'est vrai. Non, mais ouais. Mais le pire, apparemment, si Marseille perd, Lucas arrêtera les podcasts. J'ai l'impression qu'il est gros, là. Et il en a gros sur la patate. Il le sait, dans 2 jours, ils reçoivent Lens. Là, il en peut plus, là, déjà. Ben ouais, mais non, mais en plus, le truc, c'est que Lens, c'est l'inverse, quoi. Ça va être une équipe qui, sur le papier, va être moins forte que toi. Bon, en plus, il y a des absences. Mais qui a de la volonté, joue bien au foot. Et eux, par contre, ils ont clairement de l'ambition. C'est-à-dire que je sais pas exactement quelle place ils se sont fixés, mais ça se voit qu'ils ont oublié l'objectif maintien. Leur but, c'est d'être le plus haut possible.
en perte de confiance ces derniers temps. Ils sont sur 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites. Mais dans c'est clair qu'on se dit maintenant, oui. Mais ils vont se relancer à Marseille, hein. Enfin, je vous le dis ici maintenant, la semaine prochaine. Ah, ça y est, Lens le nouvel épisode des pronos de Léandre. Non, mais Lens, c'est sûr qu'ils vont venir emmerder Marseille. C'est sûr et certain. Moi, je vois pas du tout Marseille gagner là, la mercredi. Et encore moins, tu vois, genre une large victoire, tu vois. Je pense que ça va se finir soit sur un vieux match nul, soit sur une petite victoire de Lens, tu vois. Mais je pense que Lens, ils vont créer des giga problèmes à Marseille. Parce que comme nous a dit Lucas, c'est totalement l'inverse. C'est une équipe qui joue collectif. Il y en a un, il sort, il y en a un, machin. Les mecs, ils sont là du début à la fin. Il n'y a pas de problème entre eux. Et c'est ça qui marche depuis le début. Ça sert à rien d'avoir des stars si t'as pas de collectif. Après, vu les absents, par exemple, s'il y a encore Nagatomo dans le couloir gauche, par exemple. Pelé en cage aussi. Non, mais oui. Apparemment, Mandanda sera quand même remis de ce qu'a dit Villas-Boas, mais enfin voilà, vu les forces de Lens, notamment offensives, c'est clair que ça peut être une équipe. Ça va être compliqué. Pour le moment, c'est et l'OM mise sur ces 2 matchs sur retard. L'OM mise quand même sur ces matchs sur retard pour recoller en tête, parce que là, t'as quand même à 10 points de Lille qui est deuxième, sachant que Marseille est 6e, donc ces 2 jokers, faut pas les cramer quoi maintenant. Il y a encore quelques semaines, Marseille était virtuellement premier s'il gagnait les 2 matchs, mais maintenant c'est plus du tout le cas quoi. C'est ça qui est ouf dans ce championnat, dans le parcours des dernières semaines de l'OM quoi. Non mais c'est surtout que, enfin moi tu vois Lucas, je te pose la question, hein, mais pour la saison prochaine, tu t'attends à quoi? Moi je pense que la saison prochaine, avec le nombre de mecs qui vont se barrer, Villas-Boas qui de plus en plus montre que il y a peut-être pas moyen qu'il reste, tu vois. Qu'est-ce qui va rester à l'OM la saison prochaine, tu vois? Certes, vous allez chercher Milic là, mais suffit que Milic y vienne, il claque 10 ou 12 buts là, et qu'il se fasse plaisir en Ligue 1, la saison prochaine, il re-signe en Italie ou où tu veux, tu vois. Genre, moi, je me demande vraiment comment vous allez faire la saison prochaine, surtout. Si vous accrochez rien. On le sait, l'avenir de l'OM, il est conditionné par une place en Ligue des Champions. Si jamais demain il n'y a pas cet argent-là qui rentre, il y a tout le monde qui va effectivement ceux qui veulent partir vont partir, et ceux qui ne veulent pas, ils vont devoir partir aussi. Donc ça va être très compliqué. Et en plus, le truc, c'est que la dynamique, elle est tellement mauvaise, et tu peux même pas miser sur l'attitude ou quoi. Tu sais même pas ce qui va te sauver cette saison, parce que là, Milic, ça sent le Balotelli bis. Il va venir, il va effectivement mettre des buts. Tu vas gagner un peu plus de matchs, mais ton retard il sera pris et ce sera fini. Ça va faire comme la dernière saison de Garcia, et parce que c'est la même chose, c'est exactement la même situation. Des joueurs qui ne veulent pas, et qui grâce à leur supériorité face à certaines équipes vont prendre des matchs, ils vont jamais se retrouver à la 13-14e place. Donc du coup, chaque week-end, il y a personne qui va se faire virer, personne qui va se faire vraiment engueuler, parce qu'on dirait quand même, si on gagne les 6 prochains matchs d'affilée, oui, mais tu ne le feras pas parce que tes joueurs se bougent pas, et que ton coach n'arrive pas à bien faire jouer ses joueurs. Et tu peux rien faire là. Déjà, faire venir Milic, c'est quand même, c'est pas Lewandowski, mais c'est un miracle déjà dans les conditions financières actuelles de pouvoir faire ramener un mec. Franchement, je croyais pas quand j'ai vu la rumeur. Je m'étais dit, c'est n'importe quoi. Après, j'ai cru juste parce que j'ai vu quand même son historique de blessure. C'est un mec qui se pète les genoux tous les 6 mois. C'est quand même un profil qu'on aime bien. Il s'est mis à Jacques Henry. Jacques Henry, il va y aller. Là. Il va poser 12 millions d'euros hors pourcentage à la revente pour ça. Mais tu sais qu'en plus, c'est véridique. C'est validé. Hein. Mais tu sais que c'est véridique. Hein. Moi, personnellement, je me mets à la place de Milic et je me dis, mais mec, t'avais pas une meilleure porte de sortie que l'OM? Genre, je sais pas. Tous les noms qui ont été entendus, où c'était effectivement peut-être mieux. Parce qu'il y avait notamment la Juve qui cherche toujours un remplaçant, mais le truc c'est que il aurait pas joué quoi. Là, je pense que son but c'est que l'OM soit un tremplin pour lui. Ouais. Si je viens, je fais une deuxième grosse partie de saison. Et je me taille. J'imagine que voilà. Il y a l'Euro en plus au sud de la France là, il va venir profiter. Son agent lui a dit. Mine de rien, c'est vrai que je sais pas, t'as la seconde partie de saison. Si jamais tu fais réellement une très grosse seconde partie de saison, tu fais un gros match contre le PSG ou quoi, t'arrives à te mettre en valeur. Il aura des opportunités, et même peut rester une saison de plus parce qu'il est encore jeune. Il a les 26, il va avoir 27 là. Donc franchement, moi je trouve que c'est géré assez intelligent.
Écoute, en Ouais, tout cas, je on pense verra qu'on ce a que ça fait donne. Hein. ce tour de ce Nîmes-Marseille. En plus, pour une fois, Landreau ne s'est pas attaqué à Jérôme Arpinon. Non, mais justement, savais que tu voulais... c'était le petit tacle. Je ne pouvais pas l'oublier, tu vois. Parce qu'il faut le rappeler que Nîmes gagne à Marseille, mais toute la semaine, ça n'a pas été Jérôme Arpinon qui a entraîné les joueurs. Ça a été du coup le nouvel adjoint, monsieur Planck. J'ai oublié son prénom, mais du coup c'est Planck, Pascal, si je dis pas de bêtises, Pascal Planck, je crois, qui a entraîné le Nîmes Olympique. Donc est-ce une coïncidence ou pas? Je ne pense pas vraiment. Voilà, Arpinon out. Vas-y, continue. Ah, c'est reparti. C'est reparti. On va tiens, sur ces belles paroles. Maxime, je te reprends pour samedi soir. L'Angesco a accueilli le PSG dans des conditions climatiques assez terribles. Sous la pluie angevine, le PSG s'est imposé 1-0 sur un but de Levin Kurzawa en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là, toi? Bah, tu vas me prendre, mais rapidement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. La première période était vraiment mauvaise de la part des Parisiens. J'ai l'impression qu'ils voulaient pas écarter le jeu. C'était l'entonnoir. Et du côté d'Angers, il y a eu quelques occasions. À l'image d'une frappe de Capel en début de match détournée par Navas. Et Navas qui s'est encore une fois, comme à son habitude, montré décisif en début de seconde période. Il y a eu un centre de Manceau très très bon et une tête de Loïs Diony qui, je sais pas comment il la sort Navas, mais à bout portant et qui vient la sauver. Et après, comme tu l'as dit, un but de Kurzawa sur un centre de Florenzi mal repoussé par Romain Thomas. Belle reprise de volée de Kurzawa d'ailleurs. Et service minimum après. Paris n'a pas vraiment montré grand chose. Pas forcé. Non, puis même Mbappé, tu vois qu'il y a eu quelques occasions qui a croqué face à Bernardoni. Va-t-on parler d'Mbappé encore une fois? Non, mais c'était vraiment contre Bernardoni. Il en rate une belle en première et un face-à-face en deuxième. Enfin, le face-à-face, c'est plus Bernardoni qui le gagne parce que la frappe d'Mbappé est bien placée et Bernardoni touche juste ce qu'il faut. Et oui, est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Mbappé parce qu'il ne marque plus? Forcément, quand un attaquant ne marque pas, oui, on peut se poser des questions. Après, c'est plus dans le jeu que c'est inquiétant quand même. Parce qu'il ne progresse plus, pas parce qu'il ne marque plus, c'est parce qu'il ne progresse plus surtout. Il marquait encore. Il avait fixé la barre tellement haute aussi que ça choque, mais c'est plus le côté, c'est des mauvais choix qui s'enchaînent. Encore, tu vois, contre Angers, des fois, il fait ses petits passements de jambes, ses conduites de balle où il l'emmène directement encore en 6 mètres. Alors ça, je crois que c'est le truc qui m'exaspère le plus chez lui en ce moment. Enfin, voilà. Même contre l'OM, tu vois, mercredi, c'est pareil. En fait, tu sens que ce manque de but, cette disette, le travail à mort. Et il surjoue. Ça devient une caricature. Voilà, il le surjoue encore plus, il surjoue son jeu. Tu vois, t'as plus ce côté où à Monaco, où sa première année à Paris et sous Emery, où dès qu'il prenait la balle sur une touche, il te déposait son défenseur et tu te disais merde, ce mec-là, il est inarrêtable. Ouais, mais tu vois, est-ce que ça, je trouve que oui, sur ses premiers mètres, il est moins explosif. Est-ce que c'est pas en mettre en relation avec le fait que à Paris, musculairement parlant, il s'est vraiment transformé, quoi. Il le fallait parce qu'il était très très frêle à ses débuts à Monaco, c'est normal, il avait 17 ans, mais j'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose justement en prenant de la masse. L'explosivité un peu forcément. Ouais, et puis je sais pas, calquer certains dribbles de Neymar, sauf que Neymar souvent quand il dribble, c'est au service du jeu. Pas quelquefois oui, OK, vas-y, il va dribbler, ça va servir à rien. C'est pour énerver Alvaro. Non mais voilà, mais on peut pas ne pas aimer quand quelqu'un dribble, mais quand il dribble pour mais servir après un coéquipier, c'est ça le problème, c'est que Neymar dribble, c'est réussi 90% du temps. En ce moment, Mbappé dribble, c'est utile ou réussi 10% du temps. C'est triste à dire, hein. C'est ce qu'il a fait depuis qu'il est dans le circuit. C'est au-delà de toutes les espérances, je pense, pour un joueur français, surtout un jeune joueur en Ligue 1. Tu vois, en fait, il nous a tellement habitués à une certaine excellence que là, en fait, justement, le voir un peu galérer, le voir avec des difficultés, tu le vois même sur son visage quand il sort contre Angers, tu le vois qu'il est totalement, genre, il est dépité, tu sens qu'il n'arrive pas à avancer en ce moment. T'as la saison qui était super longue, il y a le traumatisme un peu de sa blessure aussi contre Saint-Etienne, je pense qu'il y a encore, qui doit peut-être encore le gêner de temps en temps ou pas. Il a pas eu de pause cet été, et quand il était malade, il allait directement en équipe de France. Enfin voilà.
je pense qu'il a eu besoin de souffler, mais on se disait que cette pause hivernale, cette petite trêve de 10 jours allait l'aider. Au final, on se rend compte que bah là, il galère toujours à sortir la tête de l'eau, quoi. C'est ça qui est un peu inquiétant, je pense. Même toi, je pense que Lucas, tu partages un peu cet avis-là, même d'un point de vue extérieur. Ben ouais, moi, en fait, le truc, c'est que je pense que Mbappé, c'est bizarre parce qu'il est ultra jeune, mais je pense qu'il faut déjà qu'il commence à faire un peu comme Ronaldo a fait depuis 5-6 ans, c'est-à-dire à changer son style de jeu, parce que il a d'énormes qualités techniques, mais il faut que ça arrive au second plan de ses vraies qualités qui sont donc la vitesse, le fait que ce soit normalement, là en ce moment c'est compliqué, un tueur devant le but. Et je sais pas pourquoi. Après, je regarde pas suffisamment le PSG, mais à chaque fois que je le regarde, notamment en Ligue des Champions, il veut devenir notre joueur. Il veut être Neymar. Mais il y a Neymar. Neymar, il a besoin d'Mbappé. Il a pas besoin de notre Neymar. Il touche des fois beaucoup trop le ballon et il devient une caricature de lui-même alors qu'il est ultra jeune et qu'il a énormément de qualité. Je comprends pas pourquoi il est en train de s'engouffrer dans cette brèche-là. Surtout que, il y a plein de joueurs qui se tuent comme ça. Tu connais tes qualités. Grâce à ça, tu t'es fait ta place en équipe de France, t'as gagné une Coupe du Monde, tu as fait des trucs incroyables même avec Monaco. Et là, ouais, ça fait, parce que ça fait quelques mois qu'il y a les stats, tout ça, mais ça fait 1 an que Mbappé, en rade, on fait, ouais, quand c'est bien, on fait oui, bon, c'est Kylian, et c'est normal. Ouais, c'est ça. Et quand ça va pas, c'est encore pire parce que tout le monde lui tombe dessus. Je pense il faut et c'est le rôle de son entraîneur parce que c'est un gamin à son entraîneur aussi de lui dire j'attends un truc de toi, c'est ça. Les passements de jambes, les trucs et tout. Oui, parce que des fois les défenseurs ils vont te laisser cette opportunité là, pardon. Mais c'est pas toi. C'est pas ce que j'attends. Et le truc c'est que ça va même s'il se remet à marquer des buts, ça va pas aider le PSG d'avoir un Mbappé comme ça. Parce que le profil de Di Maria et Neymar, ils ont pas besoin d'avoir un Mbappé qui fasse des passements de jambes ou quoi. Toi, Maxime, qui l'a vu justement à Monaco, enfin moi aussi évidemment, mais peut-être un peu plus précisément, Mbappé, ce qui me frappait personnellement quand je le voyais avec Monaco, c'était sa simplicité. Il faisait tout en 2-3 touches, genre je me rappelle en Ligue des Champions, tout ce qu'il faisait contre Dortmund, etc. Tu vois, c'était simple, c'était efficace, et en fait c'est cette simplicité-là qu'il a perdu au PSG au fil du temps. Totalement, voilà, c'était ça à Monaco, il jouait simple, il venait d'arriver, donc c'était Cruyff qui disait que jouer au football de manière simple, c'était quelque chose de difficile. À ses débuts, il le faisait très bien, et là, il l'a un peu perdu. À lui, après, de retrouver, simplement cette efficacité, ça va reprendre la confiance, ça passe aussi par retenter et refaire des passes simples et les réussir. Et à force, tu vas pouvoir tenter et libérer ton jeu. Là, c'est vrai que c'est moins. Il me fait penser un peu à Ben Yedder sur ce qu'on disait ces derniers temps. C'était que il était en deçà. Alors Ben Yedder, j'imagine que je me trompe pas en disant qu'il a plus ce côté collectif, mais tu vois, devant le but, il galérait aussi. Tu voyais qu'il doutait, et puis au final, au fil du temps, il s'est remis en confiance avec des passes, avec d'autres tentatives, etc. C'est peut-être ce que Mbappé doit se faire, pas se mettre en retrait, mais là, oui, peut-être puis même autour de lui, je pense que pour Ben Yedder à Monaco, il y a pas eu, tu vois, Kovac l'a pas sorti, il est resté, c'est le capitaine. Je pense que au PSG, Mbappé restera titulaire, ça, il y a pas de souci. Et on parlait, oui, de son efficacité devant le but. Il me semble avoir vu que là, à son arrivée, Pochettino avait mis en place beaucoup plus d'entraînements spécifiques pour les attaquants notamment. Donc Kylian Mbappé va en profiter. Et on espère quand même pour lui et pour la Ligue 1 qu'il va retrouver son top niveau, surtout que en fin de saison, avec l'équipe de France, il y aura l'Euro et il y a un titre à aller chercher, donc ça peut être que bénéfique pour la France que Mbappé se remette en confiance petit à petit et que tout revienne à la normale. Et on parlait de ce match d'Angers, je voulais juste souligner la bonne performance d'Angelo Fulgini, encore une fois, des dribbles là précieux pour son équipe. Il s'est mis entre les lignes à chaque fois. Il a beaucoup gêné les Parisiens. Il a pas été aidé offensivement. Ses coéquipiers ont pas toujours fait les bons choix, mais lui a réellement passé un cap cette saison. Enfin, parce que c'est déjà sa troisième ou 4e saison au SCO. Donc là, il s'affirme comme vraiment un très bon joueur de Ligue 1. Après, juste pour finir sur Mbappé, pour revenir sur Mbappé, c'était juste pour dire que justement j'avais lu quelque part et entendu plusieurs fois que sous Tourelle il y avait plus d'entraînement spécifique pour les attaquants, où en gros c'était l'école allemande qui envisageait et théorisait sur le fait qu'un attaquant doit garder
une certaine, comment je peux dire ça, genre un certain sens d'une appréciation de lui-même sur des 1 contre 1. Je sais pas si c'est très clair comment je l'exprime, mais en gros, un attaquant n'avait pas besoin de s'entraîner. Rester instinctif. C'est ça, ouais. Un attaquant ne devait pas s'entraîner 150 fois à faire le même geste, parce que ça dénaturait un peu trop l'esprit de l'attaquant, et justement qu'il devait faire un peu ce qu'il se sentait. On va voir justement. Bon, après, Arjen Robben faisait tout le temps la même chose et ça marchait à chaque fois, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Non, mais on va voir justement, c'est intéressant de voir si Pochettino remet des entraînements spécifiques, et si ça va aider Mbappé justement à travailler sa frappe de balle, qui est peut-être un de ses points faibles justement, où des fois on sait pas s'il veut frapper fort, en force, en plat du pied. Enfin, on a l'impression qu'il frappe toujours de la même manière, et c'est peut-être une bonne chose pour le PSG et pour lui-même. Je pense qu'on a fait le tour de cet Angers-SCO PSG. On voulait pas en parler longtemps. Au final, ça a dérivé un peu sur Kylian Mbappé. On va accélérer un peu sur le dimanche. Alors, il y a le Stade Brestois, nos chouchous qui ont été battus, par le Stade Rennais 2-1. Ils ont pourtant ouvert le score grâce à Honora dès la 6e minute de jeu, je crois, sur un bon centre de Perrault. Et Honora marque en 2 temps. Et après, Rennes se reprend vite par Bourigeaud et marque le but de la victoire par Clément Grenier en deuxième mi-temps sur penalty. Alors lui, il enchaîne les buts depuis le mois de décembre. Il avait des envies d'ailleurs, mais au final, il s'est accroché et semble aujourd'hui très bien à Rennes. Et petit à petit, Eduardo Camavinga n'est plus forcément le titulaire indiscutable à ce poste, et ça amène de la concurrence en plus pour l'équipe de Julien Stéphan qui est 5e de Ligue 1. C'est pas forcément une bonne chose pour Rennes qui se reprend bien après son passage à vide lié à la Ligue des Champions, où le Stade Rennais n'avançait plus. Le Rennes est, je pense, en course pour l'Europa League. Vous me dites si je me trompe, mais je pense que... Moi, je sais pas si c'est mauvais ce que je vais dire, mais je trouve que la méforme qu'a eu Camavinga ces derniers temps, au final, ça va lui être prolifique pour l'avenir, je pense. Je pense il a 17 ans. 17 ouais, ans, mais tu vois, genre, un truc qui me frappait, c'est qu'à un moment donné, ça parlait de lui, ça l'envoyait à A, B, C, D, E. Et depuis qu'il a eu cette méforme, tu vois, on voit au moins ce côté où tout le monde est là à vouloir le placer quelque part. Et au final, ça va peut-être juste lui permettre de se développer un peu plus comme joueur, quitte à être des fois un peu moins performant, mais... Après, c'est le problème du foot actuel, c'est que dès que t'as 17, 18 ans, que tu fais 3-4 bons matchs, t'es tout de suite envoyé dans les plus grands clubs du monde, et c'est ce qui coûte des fois, pas des carrières, mais des sentiments de flop, des mauvais choix. Tu vois, et on s'attend de plus en plus jeune, Mbappé, ça reste à part parce qu'il a fait plus de 6 mois au très haut niveau. Mais t'as ce côté avec Joao Félix qui a fait une saison au Benfica avant de partir à l'Atlético pour 120 millions d'euros. Sanchez. T'as Renato Sanchez qui était le meilleur jeune de l'Euro avant de partir au Bayern et qui n'a même pas réussi à Swansea. Voilà, c'est ça. Tu vois, t'as ce côté-là. C'est peut-être aussi, au final, ça va peut-être lui être bénéfique pour lui de ce petit coup de mou. C'est en NBA, dans le basket, on parle souvent du rookie wall, c'est-à-dire que les jeunes de la NBA ont toujours un coup de moins bien dans leur première saison. C'est un peu ce que vit Eduardo Camavinga maintenant. Faut accepter le fait d'être professionnel, d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les contacts, parce qu'au milieu de terrain, en plus, il est pas aidé par les nombreux duels qu'il fait. Donc voilà, je pense que c'est la voie de la progression normale pour lui, et je pense qu'il n'y a pas non plus de souci à se faire pour... Je pense qu'avec sa maturité, tu vois, même les contacts et le fait, même si Stéphane finit par le mettre sur le banc, tu vois, certaines fois, etc., je pense que lui, au contraire, ça va être de ce que j'ai pu entendre et dire de lui, ça va être un gars qui ça va encore plus motiver, tu vois. Et je pense que ça ne peut vraiment que lui être bénéfique cette période. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs, je voulais juste rappeler un truc, puisque la semaine dernière, je vous avais dit que le FC Nantes ne ferait pas plus de 5 points fin janvier. Non, 3, t'as dit. 5, mec. Moi, j'avais dit 5, je suis sûr et certain que j'avais dit 5, mec. J'avais dit 3 à partir du match contre Lens ce week-end. T'es sûr? Exactement, parce qu'ils ont déjà 2 points. Ah oui, c'est pour ça, ouais, ok. Non, mais du coup, voilà, ils ont refait un match nul, donc mon pari tient toujours. Mais t'étais déjà pas loin de le perdre, on en a parlé en avant. Faut quand même le dire aux auditeurs, mais t'étais pas loin de le perdre dès ce week-end, parce que le FC Nantes était pas loin de la victoire face au RC Lens. Dans un match assez étrange. Nantes était pas mal en première mi-temps, contrairement au match contre Montpellier la semaine passée. Les Nantais font une très bonne première mi-temps, mais Lens a une occasion d'ouvrir la marque sur penalty. Mais alors là, Gaël Kakuta, qui est d'habitude si propre techniquement, envoie
un missile dans les tribunes de la Beaujoire. Et 2 minutes plus tard, un nouveau penalty cette fois pour Nantes et qui est transformé par Imran Louza. Et en deuxième mi-temps, une erreur individuelle, c'est du n'importe quoi la défense nantaise sur un corner. Gal Kakuta est complètement seul au point de penalty sur un corner. Il a le temps de contrôler, d'emmener le ballon et de frapper. Il y a toujours personne sur lui. Le pauvre Lafont à bout portant, il a rien demandé, il se fait mitrailler par Kakuta. Et du coup, ça coûte les 3 points FC Nantes. Alors, Leandro, t'as failli te taire au bout d'une semaine. T'es encore en sursis. Je suis en vie. Ouais, et la semaine remercier les Nantais, mais ça va suivre. L'équipe de Domenech était pas loin de sa première victoire. Bon, pour l'instant, il a fait 3 matchs nuls. Il est invaincu. Mais là, il va enchaîner 2 défaites. Il va perdre et à Metz et contre Monaco à la maison. Et mon pari va être gagné. Vivement le Nantes-Nîmes. Hein. Je sais pas quand tu vas tomber celui-là, mais alors là... Je suis pressé de t'entendre débriefer le prochain. Dans les autres matchs de 15h, il y a Bordeaux qui s'impose 3-0 face à Nice. Lucas, tu veux dire un petit mot dessus ou on passe à autre chose? En 2 secondes, juste gros match de Yacine Adli qui est très irrégulier, mais a montré son bon visage ce week-end. Franchement, c'était impressionnant. Il a remplacé Ben Arfa au pied levé. C'était grosse performance. Et puis voilà, Nice qui garde son visage de d'habitude, hein, nul. Donc sauver le soldat Amin Gouiri, mais c'est tout. Ouais, grave. Faut sauver. Mais c'est tout. Pendant ce temps-là, Strasbourg s'est imposé 1-0 comme j'ai dit tout à l'heure face à Saint-Etienne qui était touché par le Covid de manière phénoménale. C'est même un peu étonnant que le match ait eu lieu quand on voit l'équipe alignée par Saint-Etienne qui avait même pas de gardien remplaçant sur le banc de touche. C'est une absurdité sur la tenue de ce match quand on sait que Lorient-Dijon était reporté. Saint-Etienne a joué avec une équipe de 23 ans de moyenne d'âge, sachant qu'il y avait Riyad Boudbouz de 30 ans et de Jesse Moulin de 35 ans. Ça donne une idée de la jeunesse mise en place par les Verts qui ont perdu avec les honneurs cette rencontre, mais du coup c'est un match de plus, une défaite de plus pour l'équipe de Claude Puel. Et la zone rouge se rapproche petit à petit parce que Saint-Etienne est 16e avec 19 points, Nîmes Olympique barragiste et 18e du coup avec 15 points. Il faut le rappeler, en début de saison, Leandro Prono avait annoncé Saint-Etienne barragiste à la fin de la saison. Ça s'approche les amis. Non mais du coup c'est inquiétant parce que c'est-à-dire que la semaine prochaine Saint-Etienne, on le rappelle, joue contre Lyon, mais si tu récupères pas tes joueurs sous Covid, tu vas encore te retrouver avec une équipe de gamins face à l'Olympique Lyonnais de 3e de Ligue 1. Ça peut être rapidement un carnage, même si les jeunes ont cette identité derby qui pourrait peut-être leur donner une force en plus, celle du cœur, on va dire, pour essayer de faire bonne impression. Lille-Reims 2-1 avec une victoire à l'étriqué à l'arraché pour le LOSC. Reims sort une grosse première mi-temps et mène logiquement au score, mais n'arrive pas à mettre le deuxième but. En deuxième mi-temps, Jonathan Bamba marque très rapidement pour remettre les deux équipes à égalité. En toute fin de match, Jonathan David, un des petits chouchous de Maxime et de moi-même, on va pas se cacher, sort une très belle action pour offrir la victoire. C'est les matchs comme ça qui sont importants à gagner. Leandro, toi aussi, t'as vu les actions chaudes, on va dire, du LOSC. Mais sur ce match-là, ce qu'il faut surtout noter, c'est la mauvaise performance de... Comment il s'appelle, Predrag Rajkovic, ouais, je voulais pas mal l'épeler, parce que une fois de plus, hein, enfin nous on en parlait en off, mais je trouve que cette saison il est vraiment pas bon, et sur le premier but que se prend le Stade Reims, il peut s'en vouloir, mais vraiment, hein, parce qu'il fait une passe horrible à Kassama, qui glisse, et il se retrouve seul avec 3 joueurs du LOSC qui ont le ballon, et puis Bamba, il fait du Bamba, tu vois, il claque une frappe qui tape le poteau et qui rentre, et puis en fin de match, voilà, ils ont pas non plus énormément de chance, puisque le but arrive très tardivement, mais c'est vraiment dommage pour le Stade Reims qui, sur la dernière saison, avait vraiment un dernier rempart qui faisait saliver toutes les équipes de Ligue 1. Rajkovic, il était vraiment trop fort. Et là, cette saison, je sais pas si c'est parce qu'il a plus envie d'être là ou je sais pas, mais c'est vraiment dommage, hein. Pour le joueur que c'est dommage. Ouais, et on va passer sur le dernier match. Alors, c'était un match plaisant. Leandro, je crois que t'es d'accord avec moi, c'était ce Lyon-Metz. Metz, c'est en ce moment, est peut-être l'une des équipes les plus chiantes à jouer. Ils sont 9e de Ligue 1 et il y a une défense à 5 qui est sacrément bien en place, on va dire, avec Kouyaté,
Braun et John Boy, et on s'attendait peut-être pas forcément à un match aussi ouvert. Au final, on a eu des actions de part et d'autre. Il y a presque 40 tirs avec les deux équipes. Il y a eu beaucoup de retournements de jeu, des faits de match, des situations, des scénarios. On a pris du plaisir. Landreau, tu peux nous en parler un peu? Je tiens à rappeler quand même que le FC Metz s'est imposé 1-0 dans la dernière, avec un but à la 90e minute de Leia Iseka, ce qui met fin à une série de 16 matchs consécutifs sans défaite pour l'OL, et qui met surtout l'OL 3e et qui laisse Paris et Lille passer devant. C'était quand même un scénario incroyable. Moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, on a été dans un match où on a eu exactement 40 tirs, tu vois. Cependant, on en a eu les 3/4 qui étaient pas du tout cadrés. Donc non, on a eu un match intéressant, on a eu des bonnes perfos, que ce soit par exemple un Marcelo qui au final a enchaîné beaucoup de galères, mais qui permet notamment sur le sauvetage, il fait un sauvetage incroyable sur la ligne de dos là, je sais pas si tu vois de lequel je parle. Ouais, sur Gay en première mi-temps là. Ouais. C'est après la barre de Farid Boulaya sur exactement. Tir, là. Exactement. Et pareil, enfin tu vois, pour parler ne serait-ce que de Farid Boulaya, quel crack quoi, ça fait des semaines que le mec il émerveille la Ligue 1, une fois de plus là il met une passe décisive à Iseka en fin de match qui est magnifique hein, franchement dans la course et tout, il y a plein de joueurs qui auraient pu faire. Tu sais où il a appris ça? À Clermont. À Clermont, non? Clermont Foot, exactement. je te laisse poursuivre. Non mais vraiment c'est un bon joueur, et comme t'as dit, enfin je trouve que Metz certes, quand il y avait Oignon, les choses étaient bonnes aussi, tu vois. Mais Antonetti, je sais pas s'il a ramené une grinta en plus ou. Enfin, tu vois, c'était une équipe qui était vraiment défensive à 200%. Et au final, je trouve qu'Antonetti, il a réussi à donner voix à des joueurs créatifs comme Boulaya qui, match après match, arrivent à sortir des petits lapins du chapeau, toujours, tu vois. Et au final, une victoire je dirais pas méritée. J'irai pas jusqu'à là parce que moi je pense que le résultat le plus juste aurait été un match nul, tu vois. Mais le FC Metz qui repart avec 3 points et première défaite de Lyon à domicile, si je dis pas de bêtises, cette saison. Et je voulais juste qu'on s'arrête sur le fait de jeu, les gars. Le but refusé à Lyon. Ça méritait le match nul, mais est-ce que Lyon méritait pas la victoire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Avec justement, non, mais on va en parler de ce fait de jeu qui change quand même pas mal de choses. Tu veux que j'explique? Vas-y. Donc en gros, on a une frappe lyonnaise qui est déviée, qui est déviée par la transversale, mais en gros, elle arrive en espèce de ballon. Et en fait, elle tape vraiment le dessus de la barre transversale, mais elle revient du coup dans les pieds de Karl Toko Ekambi qui met une reprise de volée. Il est à 3 mètres des cages, hein, mais il la claque dans le fond. Et au final, le but est annulé parce qu'en gros, vu que la balle elle a tapé la partie supérieure de la barre transversale, il y a comment il s'appelle, Oussem Aouar qui est donné. Enfin, mais ça c'est débile, hein. C'est d'une débilité horrible. J'ai l'impression que tu t'en mets un peu les pinceaux sur le but quand même. Je m'en mets un peu les pinceaux, peut-être. Ouais, je vais reprendre. Vas-y. Tu me diras plus ton avis, parce que je l'ai revu plusieurs fois quand même, parce que hier j'ai fait le match et je t'avoue que j'étais un peu. Moi, je t'ai perdu par l'action, quoi. Bah ouais. Voilà, en gros, il y a une action il y a Depay qui est touché dans la surface, qui remet en une touche pour Mendes, et là Mendes frappe, et sur la frappe, Oussem Aouar est hors jeu. Sauf qu'Oussem Aouar, il est au duel avec Fabien Santon. Si, c'est Aouar qui est en jeu. Ouais, je sais, mais il se fait pas la balle. Enfin, Ah oui, non, attends, je t'explique en gros. Et là, le ballon remonte sur la barre transversale comme tu l'as dit. Et là, le ballon tombe après avoir rebondi sur la transversale, tombe sur la tête de Fabien Santonz qui était, encore une fois, je le rappelle, au duel avec Oussem Aouar. Moi, je vous explique les faits. Ce ballon, donc du coup remis de la tête par Santonz, arrive dans les pieds de Toko Ekambi qui marque. Ça, c'est les faits. Après, Madame Frappard et l'arbitrage vidéo ont décidé de juger que Oussem Aouar, en gros, a fait action de jeu. Alors que pas du tout. En fait, il y a jamais hors-jeu. Enfin, il fait jamais action de jeu. Et puis, certes, c'était une action spectaculaire en plus, parce que c'est un truc 9 fois sur 10, la balle, elle se barre à partir du moment où elle touche la transversale, tu vois. Mais là, en plus, elle revient sur Toko Ekambi qui fait une belle reprise de volée. Et ils sont allés chercher un hors-jeu qui n'a aucun sens. Moi, à mes yeux, il n'a aucun sens. Et tu vois, genre, c'est là où, une fois de plus, il faut se poser la question, où des fois on se dit, ouais,
peut-être que la VAR, ils vont chercher trop loin. Ben là, ils sont vraiment allés chercher trop loin, tu vois. C'est mon point de vue. Après, moi, franchement, alors, d'un point de vue, j'allais dire d'un point de vue, allez, objectif, non, là, c'est pour le coup, c'est plus subjectif. Ça m'aurait ni étonné que l'arbitre siffle hors jeu, ni étonné que l'arbitre ne siffle pas hors jeu. Dans le sens où évidemment, la balle qui rebondit sur la transversale et qui arrive sur Santos, Oussama Aouar n'y est pour rien. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais, tu vois, dans son placement de départ, et donc, du coup, dans le placement de départ, Fabien Santos prend forcément l'information sur Oussama Aouar puisqu'il est en retard et que tu vois qu'il essaie en gros de l'accrocher avec les bras, tu vois. Et donc forcément ce placement-là a été influencé par la position de hors-jeu d'Oussama Aouar. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si, si on part de ce principe-là... Bah si, parce que la balle, on juge le hors-jeu quand elle part du pied de Thiago Mendes, puisque le ballon n'est pas contrôlé par un Rémois. Donc du coup, en soi, toute l'action qui a mené après est influencée par la position de hors-jeu d'Oussama Aouar. Enfin, je pense que c'est les arbitres qui voient comme ça. Ça, d'accord. Est influencé par les... On peut aussi se dire que Oussama Aouar, au moment de la frappe, il est en position de hors-jeu, mais il ne tire aucunement un avantage sur cette position de hors-jeu qui ensuite emmène le but. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Fabien Santon est comme négativement par le placement, tu vois. C'est toujours la même chose. C'est comme les en avant au rugby. C'est à l'appréciation de l'arbitre quand ils font une passe droite. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Là, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Stéphanie Frappart. Et l'arbitre aurait très bien pu. C'est pour ça que je dis que ça me choque pas en fait que ce soit. Donc en fait la VAR ne règle aucun débat puisque sur ce débat-là, en fait c'est encore à l'appréciation humaine de juger. Donc peut-être que la semaine prochaine on aura le même cas de figure et là il y aura pas hors-jeu. Donc mais là tu vois débat ne sera jamais réglé quoi. Mais tu vois c'est un but qui coûte peut-être les 3 points à Lyon, qui du coup perd la première place et qui passe 3e. Enfin tu vois ce que je veux dire? Ça englobe quand même énormément de... C'est un but qui coûte très cher, c'est pour ça qu'il fallait en parler. Après, enfin voilà, comme je l'ai dit, c'est un fait de match, je pense qu'il y a 20 arbitres différents, grosso modo en Ligue 1, enfin sur les 10 arbitres de ce week-end, on va dire, et je pense que tu as 10 interprétations différentes du hors-jeu, ou du moins chacun s'exprimera différemment sur ce jugement-là, surtout quand on voit Frédéric Antonetti réagir après où il rigole, où tu vois qu'il a le sourire quand on lui pose la question du hors-jeu. Je pense que pour lui il n'y a pas hors-jeu. Il dit c'est pas moi qui ai tracé la ligne, mais quand on revoit sur la ligne il est hors-jeu. Mais après je pense que c'est Stéphanie Frappart a pris une décision. C'est difficile à dire, faut la respecter, d'autant plus qu'elle est aussi épinglée par les Lyonnais sur le but messin qui intervient après une perte de balle de Cherki, encore avec Fabien Santos au duel, pardon. Et certains Lyonnais demandent justement s'il n'y avait pas faute au début de cette action-là qui amène le but messin. Juste pour revenir vite fait sur ce but, Leandro, qu'est-ce que tu as pensé de la sortie d'Anthony Lopez? Faut peut-être contextualiser aussi avant, il y a une sortie en première mi-temps un peu hasardeuse. Kamikaze pour certains, dans les règles de l'art pour d'autres, où il sort en dehors de ses cages et il va pour mettre la tête. Au final, il met l'épaule déjà, ce qui est un peu limite sur le jeune Wagner qui est tout petit, qui avait les yeux rivés sur le ballon, donc qui n'a pas vu Lopez. Ça a commencé à chauffer. Anto Lopez lâche notamment cette petite phrase, en gros, si c'est pas moi, on siffle pas. Enfin, on se pose pas la question. Et en fin de match, justement, donc du coup, il y a cette perte de balle de Cherki. Il y a Farid Boulaya qui élimine avec un crochet Maxence Cacré, mais c'était monstrueux ce dribble, et puis on voit en profondeur Leia Ezeka, et là on voit justement Anthony Lopez qui hésite avant de sortir, et au final cette hésitation permet aux Belges de crocheter le portier, de marquer dans le but vite. T'en as pensé quoi justement de cette sortie? C'est une erreur de Lopez pour toi? C'est pire qu'une erreur. Enfin, le 1 contre 1 il est pas du tout maîtrisé contre Leia Ezeka, surtout qu'en plus t'es pas en train de me parler du meilleur buteur de Ligue 1, tu vois, tu parles de Leia Ezeka et on parle d'un gardien qui est là depuis des années. Enfin, avec l'expérience qu'a Lopez, je pense qu'il aurait pu faire une sortie tellement plus propre, et ne serait-ce que le gêner de manière à ce qu'il tombe dans un angle mort et qu'il puisse plus marquer, tu vois. Enfin, je trouve ça... J'ai longtemps défendu Lopez, mais ça commence à faire beaucoup quand même. Et cette sortie, tu vois, elle est à l'image de sa saison qui, au contraire de son équipe, moi je trouve est ratée. Il est plus décisif comme avant. Il a déjà inscrit 2 buts contre son camp.
c'est pas le Lopez qu'on a connu par le passé. Et là où il a pu rapporter des points à son équipe les saisons précédentes, bah là il le fait pas. Et au contraire, la sortie, oui, elle est pour lui, et cette défaite, elle est elle est partie pour lui. Ouais, c'est totalement. Enfin, moi je comprends pas sa sortie en fin de match. Là, vraiment, surtout à ce moment-là. Enfin, tu le sais que si tu fais une mauvaise sortie, tu vas plomber ton équipe. Et certes, tu gagneras pas 1 point, mais t'en gagneras 0. Et enfin, vraiment, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre son raisonnement à ce moment-là, quoi. Au classement, c'est clairement une mauvaise opération, même si c'était que la deuxième défaite de l'OL cette saison. Après, est-ce que c'est pas mal pour un bien? Tu vois, genre il y a quelques semaines, Marcelo chambrait un peu tout le monde en conférence de presse en disant on doit regarder devant, mais justement devant il y a personne. Hier, juste avant ce Lyon-Metz, t'as une interview croisée d'Oussem Aouar et de Memphis Depay qui s'imaginait déjà remporter le titre. En gros, en guise d'adieu, que ce serait très bien pour les supporters, le président, l'équipe et tout. Est-ce que c'est peut-être pas bien que l'OL, justement, j'allais dire, remettre les pieds sur terre un peu, tu vois, après 16 matchs d'affilée sans défaite, où ça joue au ballon, c'était intéressant, on a beaucoup craché sur Rudy Garcia et c'était plutôt agréable l'OL ces derniers temps. Est-ce que c'est peut-être pas bien pour Lyon de se remettre un peu dans le droit chemin avant d'affronter Saint-Etienne dans le derby, parce que si tu fais 17 matchs consécutifs sans défaite et que tu perds dans le derby, que tu perds la première place à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus dur que cette piqûre de rappel, tu vois, une semaine avant. Je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que malgré tout, je pense que au derby, il risque de gifler Saint-Etienne, tu vois. Donc, je sais pas, c'est vraiment à demi-teinte, une fois de plus. On a eu en début de saison, c'était Rudy et Garcia Bartois, et puis après, il y a eu les mea culpa, parce que les résultats étaient là, et c'est du Rudy, et enfin, j'ai l'impression que Lyon, is the new Marseille, tu vois, genre, je parle comment dire, dans la qualité de jeu et dans la constance. Puisqu'au final, tu perds un match que tu dois jamais perdre à la maison, et avoir ta première défaite face à Metz à domicile, alors que t'es premier de Ligue 1 et que tu peux continuer c'était combien? C'était 1 point? 1 point de plus, je crois, que PSG et Lille, hein, s'ils avaient gagné. Et pardon, t'as dit quoi? Je crois qu'il gardait 1 point de plus devant le PSG et Lille. Mais moi, je suis beaucoup moins inquiet que toi. C'est pas une défaite où ils ont rien proposé. Là, les événements leur ont été totalement contraires, tu vois. Donc, je suis pas inquiet. Ça fait 16 matchs qu'ils avaient pas perdu. C'était quand même une série incroyable. Non, mais c'est vrai que je dis que c'est peut-être faut pas tout remettre en cause. Il faut pas tout remettre en cause à cause d'une défaite, tout simplement. T'as l'occasion de te relancer en plus de la meilleure des manières dans un derby. Et moi, je pense pas que ce sera si facile. Parce que si Saint-Etienne récupère ses joueurs, bien évidemment, parce qu'on se rappelle à l'aller, pareil, Saint-Etienne était au fond du seau. Et au final, ils ont mené pendant 50 minutes avant que Kadewere enfile son costume de sauveur. Le rêve de Kadewere, le voyant. Non, mais donc moi je me ferai pas tant d'inquiétude pour Lyon que ça. Après dimanche prochain il y aura pas Paqueta au milieu de terrain, mais on a vu que quand des joueurs comme Cacré ils sont là, et ils sont quand même au niveau, ils ont un banc. Non, moi je serais plutôt optimiste sur le reste de la saison de Lyon. Ah oui, non, moi c'était pas un cri d'alerte. Non, pas du tout. C'est juste. Non, mais je voyais Leandro. Ah oui, mais Leandro, tu le connais. Leandro, il a ce côté. Jamais dans la mesure. Voilà, Leandro, voilà, c'est le sang chaud nîmois, voilà, tu vois, ça y est, avant le podcast, il nous disait que Nîmes jouait l'Europe maintenant, donc. Enfin, voilà, on connaît Leandro, on connaît le personnage, maintenant. Non, mais je pense qu'on a fait le tour sur ce Lyon-Metz, c'est quand même cette belle surprise messine, faut le dire. Leandro a salué le travail de Fred Antonetti. Ça fait du bien aussi de parler de lui en bien après ses déclarations un peu décalées et déplacées de sa part sur Johan Cardinal, le pauvre Johan Cardinal la semaine dernière. Mais il est corse, on va pas lui en vouloir, Fred. Non, mais c'est intéressant de voir Metz, tu vois, 9e de Ligue 1. Ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, à Montpellier d'il y a 2-3 ans, quand Montpellier était justement passé à 5 sous Derzac et qui avait enchaîné des résultats face au PSG, etc. à domicile. Genre l'équipe bien chiante à jouer avec des qualités offensives, comme tu l'as dit, surtout de Farid Boulaya, pour ne citer que lui à Metz, tu vois, c'est ces équipes où, Metz risque d'être très chiant toute l'année. T'as Alexandre Oukidja qui est encore excellent hier, il fait des parades à bout portant sur Oussem Aouar. On se demande aussi comment il la sort. Enfin voilà, tu vois, t'as ce côté où c'est une équipe qui est à fond derrière son coach, qui a des ambitions, qui cherche cette solidité défensive, pardon. Et je trouve que c'est pas mal de voir Metz à ce niveau-là.
après plusieurs années galères, quoi. Et surtout qu'il faut se rappeler D'autant plus qu'ils ont perdu Habib Diallo cet été, quoi, leur meilleur buteur. Et Ibrahima Niane sous blessure, tu vois, genre un mec qui claquait. C'est vrai qu'on l'oublie maintenant, tu vois, mais voilà, tu te dis merde, une équipe avec Ibrahima Niane en plus, quand tu vois Boulaya, le niveau qu'il affiche, que tu vois même Maïga qui s'éclate au milieu de terrain, Kouyaté en défense qui est impressionnant avec Bron et Boy. Et j'ai beaucoup aimé aussi Santon, bon, on le connaît, mais même Thomas Delaine qui Clermont aussi. Bien sûr. Mais il est obligé, c'est le petit Medine Clermont qui passe. Non, mais tu vois, même Thomas Delaine, c'est deux latéraux où au début tu te dis ouais, il paye pas de mine, et puis au final ça fait plus que le taf en tant que piston. C'est intéressant offensivement, ça sait défendre, ça sait jouer dans la première intention. Enfin voilà, c'est du bon boulot de la part de Metz ces derniers temps. Il fallait, je pense, le souligner dans notre podcast. Tu sais, depuis l'époque Paris du FC, coup, on en retrouve dans l'équipe type ou pas, des petits Messins? Eh ben, figure-toi qu'on retrouve des Messins et deux Nîmois, Léandro. Let's go. Deux Nîmois. Ça, c'est quand même, c'était pour te faire plaisir, je t'avoue. Le complot est terminé. Alors, du coup, Maxime, tu viens de passer d'équipe type parce que du coup, on commence avec Oukidja dans les cages. On lui a mis une note de 8 sur 10. J'allais dire 8 sur 20, non, mais 8 sur 10. Comme je l'ai dit, il y a des arrêts phénoménaux et il a clairement dégoûté les Lyonnais. Latéral droit, Léandro, je te laisse le dire. Sofiane à la couche. C'est ça. En défense centrale, on retrouve Paul Bass et Kouyaté de Metz. Sur le côté gauche, malgré la défaite, on a décidé de mettre Romain Perrault pour tout son travail encore face au Stade Rennais. Au milieu de terrain, j'ai pris bien évidemment les notes de Montpellier Monaco en compte, et du coup j'ai décidé de mettre Chouameni dans l'axe du terrain. Lucas, c'est toi aussi qui avait pas mal apprécié le travail du Monégasque. Il était très bon. Ouais, il a été excellent, et c'est vraiment le triplé de Ben Yedder qui fait qu'il n'a pas été homme du match, parce qu'il a réalisé une prestation vraiment solide. Doublé de Ben Yedder. Doublé, ouais. Ouais, tu lui as ajouté un but en plus. Ouais, le triplé, c'est la semaine prochaine. Dans ma tête, le ciseau, il est dans la lucarne. C'est pour ça. Ouais, ou comme Maxime l'a dit, c'est peut-être le triplé face à Marseille samedi qui te fait dire ça. Attention, je sais pas. Il est perdu. Je sais plus quoi faire avec cette équipe. Ouais, ça. Et après, on a aussi mis, Yacine Adli au milieu de terrain, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a été excellent face aux Niçois. Et le dernier joueur au milieu de terrain, c'est Clément Grenier, buteur décisif face au Stade Brestois. Enfin, en attaque, à droite, on retrouve Farid Boulaya, auteur de la passe décisive pour Aaron Leia-Ezeka. Wissam Ben Yedder en pointe et son doublé et pas encore le triplé. Et enfin, en ailier gauche, je te laisse encore une fois le choix de dire je te laisse encore l'occasion de dire le nom de l'ailier gauche. Le grand Niklas Eliasson. Enfin, les amis, la pépite suédoise, il est là. Voilà. Il va faire de l'ombre à Zlatan au pays. Il n'est pas dans la demi-mesure. Je pense qu'on a fait le tour de ce podcast qui va être encore assez long parce qu'on avait pas mal de choses à dire. Léandro, comme d'habitude, t'as un petit mot pour la fin? Bah écoutez, bon courage à notre ami Lucas qui risque d'avoir une semaine compliquée une fois de plus. Et puis bah voilà, hein, en avant Nîmes, et puis let's go manger du merlu ce week-end, quoi. Non, il y a Milik qui devrait arriver cette semaine. Lucas, c'est peut-être le seul truc qui a de faire survivre à cette semaine avant d'affronter Monaco samedi. Exactement, et je viens de lire qu'en plus que André Villas-Boas avait menacé ses joueurs de démissionner, donc ça peut être une semaine assez sympa. Hein. Oh, jure. Ah ouais, vous allez voir, je vous laisse aller découvrir ça. Ok. Et toi, Maxime, t'as un petit mot pour cette semaine. D'ailleurs, toi, d'un point de vue professionnel, t'as quand même une belle semaine. Tu vas voir Clermont 2 fois au stade, tu vas t'occuper de Marseille week-end et de Lyon-Saint-Étienne. T'as une belle semaine. Et de Paris-Montpellier aussi, j'ai oublié. Exactement, trois matchs à couvrir pour Made in Foot. On va faire des petites vidéos et puis on va aller au stade 2 fois, voir le Clermont Foot en Coupe de France contre Grenoble, puis contre la JOCR de Jean-Marc Furlan en Ligue 2. Donc on espère que tout ça va nous régaler. Bah, surtout que si Clermont l'emporte, on rappelle, Clermont va tomber contre Monaco. Et on sera là pour vous faire vivre cette soirée, croyez-moi. Et le football en sortira grandi. Ah ça, ce sera un jour à marquer d'une pierre blanche. Allez, on va garder ces mots-là pour la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux où il y aura surtout Léandro qui vous répondra. Made in Foot sur Instagram, Twitter, TikTok où c'est Lucas plutôt.
Et aussi Facebook, madeinfoot.com où on s'occupe avec toute l'équipe d'alimenter en news toute la journée du lundi au dimanche. Et puis voilà, très vite aussi sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos et podcasts. Merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, à bientôt. Salut.